Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour NRTV fait sa culture. Aujourd'hui, l'occasion de revenir sur deux très beaux parcours avec qui l'on parlera cinéma, théâtre et bien sûr carrière. L'occasion pour vous peut-être de savoir comment devenir la future star, ce sera plus tard en images avec l'école Fame. Sans plus attendre, notre premier invité, Claude Ruet, bonjour. Bonjour madame. Vous nous avez annoncé quitter prochainement votre poste au sein de Vision du Réel pour cette 50e édition. Quelle année, les 50 anniversaires de Vision du Réel? Pourquoi partir maintenant ou plutôt après cette 50e année? Eh bien parce que le festival va très bien. Ça fait 15 ans que je suis au comité, dont 10 ans de présidence. Je trouve qu'à un moment donné, ça suffit. Et puis, comme vous l'avez pu le voir, le festival a beaucoup progressé ces dernières années. On a atteint une vitesse de croisière assez extraordinaire. On a réorganisé la direction avec une nouvelle directrice administrative qui fait que le président exécutif que je suis devenu pourra être remplacé par un président qui aura moins de travail. Je suis devenu président exécutif après 2 ans de présidence pour supporter le management, pour mieux conduire le festival à 50% de mon temps. Et je pense que ça sera difficile de trouver un successeur. Donc on s'est réorganisé, on a progressé. Depuis 2011, le festival est passé de 20 000 à 40 000 visiteurs. On a atteint une vitesse de croisière. Donc c'est le bon moment de partir quand les choses vont bien, parce que ça permet à celui qui succède de pouvoir poursuivre. Éviter peut-être aussi que les choses aillent mal, c'est ce que vous nous dites. Ça je crois pas, parce qu'on a justement pris toutes les mesures pour que ça puisse continuer à aller bien. Ça fait maintenant plus d'une année qu'on a une nouvelle directrice artistique. La directrice administrative va pouvoir faire le festival qui commence avec moi. Et par conséquent, moi je finirai en septembre quand on aura rendu les comptes. Une restructuration donc que vous avez également fait avec l'annonce du départ de Philippe Cliva. Est-ce qu'il y a un lien entre son départ et votre départ? Non, il n'y a pas de lien, si ce n'est que la restructuration était liée au fait que ça sera difficile de trouver quelqu'un qui, comme moi, pouvait consacrer 50% de son temps sans recevoir un salaire lié à ces 50%. J'ai juste une indemnité tout à fait symbolique. Et pour trouver quelqu'un qui puisse consacrer autant de temps, ce n'est pas forcément facile. Par contre, avec une nouvelle organisation, on peut trouver un président qui a un réseau national ou international qui n'y consacre que 10 à 15% de son temps. 50 années au sein du festival, j'imagine qu'il y a beaucoup de souvenirs. Toujours difficile d'en choisir un. Le moment peut-être catastrophe, lequel serait? Alors, on n'a pas eu de moment catastrophe à proprement parler. D'abord, je n'étais pas pendant 50 ans. Au début, j'étais étudiant en sciences politiques et en droit, et j'allais suivre les débats. Votre arrivée en tant que bénévole en 1969. Oui, j'étais chauffeur. J'allais chercher des réalisateurs à l'aéroport de Genève. J'ai une anecdote, c'est que j'avais été chercher la chef du cinéma soviétique qui venait à Nyon, parce qu'il y avait l'Ouzbékistan qui était l'hôte d'honneur. Et je pense que c'est la seule fois de ma vie que, consciemment, j'ai eu quelqu'un du KGB dans ma voiture. Inconsciemment, je ne sais pas. Oui, et puis c'est une année folle, j'ai envie de dire 1969, les années 60s, pleine période révolutionnaire. À ce moment-là, le cinéma documentaire, c'était du cinéma très politique. Ouais. Alors les films, quand ils n'étaient pas trotskistes, ils étaient maoïstes, et puis où ils étaient communistes. Donc il y avait des débats très politiques, très forts. C'était évidemment une période post-68 qui était très agitée. Et on avait Moritz de Haden et sa femme Erika, qui ont malheureusement décédé récemment, qui ont créé ce festival. Et c'était une époque d'agitation. Moi, j'étais en Sciences Po, ça m'agitait aussi beaucoup. Mais c'était la liberté d'expression. Ouais. Non, l'époque ne me manque pas, parce que ce qui me manquerait peut-être, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, quand on voit ce qui se passe sur le plan politique international et autres, avec la montée du populisme et autres, autant j'étais pas communiste, autant je suis pas populiste non plus. Ouais. Mais je suis pour la liberté d'expression. Et ce qui caractérise Vision du Réel, c'est la liberté d'expression, c'est l'ouverture au monde, c'est le monde entier qui vient à Nyon avec des films de tous horizons, soit politiques. Je viens d'en voir un hier soir qu'on m'a montré à propos de réfugiés afghans. Ça peut être des films intimistes, comme une jeune femme qui est aide infirmière dans un EMS, comme on l'a vu avec le film Princess Show, ou bien ça peut être une dame mourante, comme on l'a vu aussi avec Au crépuscule d'une vie. Et puis ces 50 ans, ça s'annonce aussi déjà très bien avec la venue d'un gros poisson, Werner Herzog. Oui, là, c'est quoi, une fierté pour vous? Alors Werner Herzog, c'est Émilie Bugès, notre directrice artistique, qui l'a décroché. C'est une grande chance, parce que Werner Herzog, c'est évidemment un monument du cinéma mondial, aussi bien dans la fiction que dans le documentaire. Et nous nous réjouissons de l'avoir à Nyon. Il va donner une masterclass au Théâtre de Maran, et ça sera, à part le fait qu'on va aussi le célébrer comme prix maître du réel. Et puis cette 50e année, comment est-ce que vous espérez finalement la vivre?
liberté d'expression, vous nous l'avez dit, donc alors, là, c'est quoi vos rêves? Liberté d'expression, liberté de création, ouverture au monde, ça c'est la ligne qu'on doit toujours conserver au festival, quels que soient les gens qui le dirigent. Et puis, nous allons bien faire une fête d'ouverture, on va aussi rendre hommage aux anciens directeurs, on a pu demander aux 4 anciens directeurs de donner 2 ou 3 films qu'on pourra passer, qui les ont marqués. Donc ça sera une rétrospective intéressante. Il y a aussi les 50 ans de Temps Présent qui ont lieu cette année. Il y aura peut-être un lien avec Temps Présent. Et puis on fera une fête particulière à ce moment-là. Et votre hommage à vous, le film qui vous caractérise peut-être, ce serait lequel? Alors écoutez, dans la revue des Ophingiens qui se moquaient un peu de moi quand j'étais au Conseil d'État, ils avaient dit « Itinéraire d'un enfant gâté ». Je dois dire que j'ai été gâté d'être président de ce festival. Et ça a fonctionné, être gâté en tant que président? Ah ben, écoutez, c'est assez astreignant, hein, ça peut être des fois assez compliqué, mais en même temps, travailler avec des équipes de jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui ont fait des écoles de cinéma, qui sont soit des stagiaires, soit des gens qui sont en devenir, c'est assez exaltant et c'est un travail, ou en tout cas une occupation extrêmement joyeuse, j'allais dire, et parfois pénible quand on est dans des difficultés, parce qu'il y a toujours des difficultés dans la vie. Enfant gâté, des gens en devenir, est-ce que vous rêviez de célébrité? Non, je ne rêvais pas de célébrité. Par contre, j'ai toujours été intéressé par les questions sociales. Mes parents, ma mère en particulier, nous ont initiés à la culture, initiés aux relations sociales. Mon père était engagé en politique. Et moi, j'ai été marqué dès 1956, donc j'avais 7 ans, par l'insurrection de Budapest, où les jeunes Hongrois se rebellaient contre la tutelle communiste de l'époque. Et ça avait frappé tous les gens de notre génération. Et depuis lors, j'ai toujours eu envie de m'engager sur le plan social. Et votre carrière est là depuis ces 50 ans. On se réjouit donc de voir comment elle se terminera au terme avec cet anniversaire. Merci Claude Ruet d'avoir été avec nous. Merci pour votre accueil. Pour certains jeunes, la célébrité, ils en rêvent et ils ont justement trouvé le moyen d'y accéder grâce à l'école Fame. Regardez. Au Portugal, c'est une célébrité. Ici, à Lausanne, l'acteur Heitor Lourenço devient le temps d'une journée professeur de théâtre pour une vingtaine d'élèves. J'ai très rapidement atteint l'objectif principal parce qu'il y a une très bonne dynamique de groupe. Les élèves sont très réceptifs, veulent essayer, il y a une bonne ambiance de travail. On a fait une petite démonstration de ce travail d'acteur et de ce que signifie mettre sur pied une pièce de théâtre. Organisée par l'école Fame, basée elle aussi au Portugal, ces cours ont lieu tous les dimanches. Durant cette semaine, les élèves profitent de différents ateliers animés par des professionnels du monde artistique. Des acteurs, des chanteurs que tu as vus, ou en tout cas moi j'ai vu à la télé quand j'étais petit, et j'ai juste les yeux qui pétillent en travaillant avec eux parce qu'on apprend beaucoup. Au programme, des cours de coaching, de théâtre, de mannequinat et de communication. Objectif, faire de ces jeunes de vraies petites stars. Fame, c'est une école. On leçonne des modules comme la publicité, passerelle, mode, styling. Et puis on cherche les gens qui ont des potentielles capacités pour pouvoir développer. Et puis qui sait, trouver des gros talents ici. J'ai décidé de faire ce cours parce que, en fait, ce que je veux faire, c'est le théâtre, la télé, des films et tout ça. Et donc, du coup, j'ai pensé que faire ce cours-là, cette formation, ça pourrait m'aider pour déjà apprendre les bases des bases. Je suis danseur à la base, donc ça me permet d'élargir mon champ d'artiste, tous les suppléments que j'avais besoin pour mon vocabulaire niveau danse, niveau théâtre, vraiment niveau artistique. Parce que je veux faire ça de ma vie. Puis je pense que ça peut m'aider en tout, surtout la confiance en moi. Là, je viens de jouer une scène devant des personnes que je connais à peine. Et puis normalement, je serais toute timide. Et puis là, justement, il me donne confiance. La confiance, voilà justement la clé du succès et ce n'est pas Anna qui vous dira le contraire. Il y a 10 ans, la jeune femme suivait cette même formation au Portugal. Aujourd'hui, elle travaille à Nyon et est devenue l'une des ambassadrices de l'école. C'est elle qui accompagne les artistes durant leur séjour. Pourtant, son meilleur souvenir est bien loin des strass et des paillettes. Je n'ai pas suivi après, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup... J'ai créé des
des amitiés aussi, c'est très intéressant. Pour créer un groupe vraiment solide avec qui je partage encore des choses et puis chaque fois que je pars en vacances, je les trouve et puis qui ont fait des choses sympas. La célébrité ne serait donc pas une fin en soi, un message qui est d'ailleurs bon de rappeler aux élèves. Il n'y a pas besoin d'être sur scène ou de faire de la télé. Ce qui est essentiel, c'est de découvrir notre côté artistique pour devenir art en soi et le développer au quotidien. Enfin, si vous aussi, vous souhaitez trouver l'artiste qui sommeille en vous, ou peut-être devenir la future star du Portugal, rendez-vous les 19 et 20 janvier à l'espace Riponne de Lausanne. Fame recherche ses futurs élèves. Place à Ombre sur Molière, une pièce que vous aurez l'occasion de découvrir les 26 et 27 janvier au Théâtre de Grandchamp à Gland. On en parle avec vous, Dominique Ziegler. Bonjour. Bonjour. Vous êtes carrément l'homme de la situation pour parler de cette pièce puisque vous êtes le metteur en scène, dramaturge aussi. Autant dire que Molière, c'est votre grand amour. Oui, je suis aussi l'auteur de la pièce. En fait, c'est une pièce que j'ai écrite pendant 2 ans en alexandrin classique. J'ai essayé de respecter au maximum les règles de l'alexandrin avec les alternances féminines, masculines, la césure à l'hémistiche, la correspondance de rimes pour l'œil, enfin toutes les règles des grands anciens. Et la pièce parle justement d'une période clé de Molière qui va de 1664 à 1669, durant laquelle il a écrit la fameuse pièce Tartuffe. Et cette pièce lui a valu énormément de problèmes, voire des menaces de mort de la part d'une frange extrêmement puissante et sectaire du clergé qui avait l'oreille de la reine-mère. Elle s'appelait la Compagnie du Saint-Sacrement, elle rappelle des groupuscules ultra actuels. Et donc Molière a failli y laisser sa peau. Et durant toute cette époque, il s'est aussi séparé de sa femme, Madeleine Béjart. Il l'a trahi, entre guillemets, avec sa sœur, la sœur de Madeleine, Armande, de 20 ans, sa cadette. Il a perdu son bébé aussi dans cette période. Enfin, c'est une période extrêmement tourmentée pour Molière. Et j'avais envie de revenir sur cette période parce qu'elle nous raconte, avant tout, c'est surtout ça l'objet du spectacle, quelle est la position de l'artiste face au pouvoir, quelle est la fonction de l'artiste, voilà, politiquement, artistiquement. Et Molière, comme vous le dites, c'est mon grand amour parce que 4 siècles après, il nous a toujours légué quelque chose qui est neuf et duquel on peut toujours s'inspirer. Et maintenant, il va nous répéter tout ça en alexandrin. Là, vous prenez un peu dépourvu parce qu'on a fêté la 100e hier, on a bu du champagne. Fêter l'anniversaire de Molière aussi. Je rigole, absolument. mais pour être plus sérieuse, le processus d'écriture est déjà très difficile. Donc pourquoi vous êtes lancé finalement dans cette folle aventure de l'alexandrin? C'était un amour pour les lettres? C'est quoi la volonté du challenge? D'abord, je rebondis juste sur ce que vous avez dit. Hier, enfin, je ne sais pas quand passera l'émission, enfin le 15 janvier, pour être précis. Elle passe maintenant. Elle passe maintenant, formidable, elle est en direct. Alors, c'était, donc avant-hier, vous voyez, l'effet du champagne. Avant-hier, c'était l'anniversaire de la naissance de Molière. Ouais. Voilà, 15 janvier 1622, donc il aurait 397 ans aujourd'hui. Il est toujours frais et jeune. Et hier, on a aussi fêté la 100e représentation de ma pièce sur Molière. Toujours sur frais Molière. et jeune, c'est vrai ça? Toujours d'actualité? Toujours Qu'est-ce qui le d'actualité. rend frais et jeune? L'acuité avec laquelle il analyse la société, c'est-à-dire la grande force de Molière, c'est qu'il vise juste sur les machos dans l'école des femmes, sur la religion dans le Tartuffe, sur les marquis, sur les précieux dans pratiquement toutes ses autres pièces, sur le snobisme dans le Misanthrope, enfin tout ce qu'il a diagnostiqué dans la société de l'époque, tous les travers humains, si vous voulez, sont toujours d'actualité. Et il avait cette force, c'est qu'il faisait ça par le biais du divertissement, c'est-à-dire il y a des gags, il y a du rebondissement, et il y a une beauté de la langue qui est tout à fait inégalée encore aujourd'hui. Donc, il reste frais et jeune. La preuve en image, d'ailleurs, parce qu'on voit dans les images qu'on a reçues, ça réagit dans la scène, le public réagit, rigole. La preuve, regardez, on revient juste après. La répétition va sous peu commencer. Je puis, très franchement, cette fois m'encenser. Termine à l'instant de relire ma pièce. Elle est audacieuse et pleine de finesse. Je prédis le succès. Le texte est corrosif et dresse le portrait d'un être fort nocif. Soyez les bienvenus. Et prenez donc vos places. Dame, il fait plus frisquet qu'au cabinet des glaces. Mais notre théâtre est encore en devenir. Et cette pièce-ci nous ouvre l'avenir. Je vous décris l'emploi de chaque personnage.
Valère, l'amoureux. Cléante, un frère sage. Pernelle, vieille bique. Et moi, son fils, Orgon. Laurent, fourbe valet. Damis, mon rejeton. Madeleine sera Dorine, la rebelle. Et pour vous, cher Armand, Delmire, la fidèle. Vous interpréterez le rôle d'un Orgon. Quel est ce personnage? Il s'agit d'un bougon. D'un bourgeois peu futé, mais de bonne fortune. D'un commerçant aisé d'origine commune, un de ces Parisiens, sérieux dans son travail, et qui, dans son logis, tient sec le gouvernail. Il fait régner son droit chez lui comme il le pense, mais exprime surtout une grande impatience dès qu'il se trouve en but à contestation. Vous faites un travail de composition. Je me passerai bien de votre commentaire, et vous prie instamment de bien vouloir vous taire. Le magnifique aveu. Silence! Je me tais. Voilà le délice de l'alexandrin. Ça, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de bonheur pour ça, pour vous. Voilà, moi j'ai essayé d'écrire de l'alexandrin qui sont évidemment pas au niveau de Molière, et puis j'ai essayé de faire mes alexandrins à moi avec ma façon de parler. Par contre... Parce que Molière, c'était quoi? Trop dur, trop difficile? Non, parce qu'il ne faut pas faire d'exercice de style. L'idée, c'est justement de s'inspirer de l'esprit de Molière, mais surtout de lui rendre hommage, et puis de raconter ce qui est toujours actuel aujourd'hui. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce qui est fascinant chez Molière, c'est que c'est un homme qui a galéré sur les routes pendant 20 ans avec sa troupe, qui a enfin l'occasion d'être le dramaturge du roi, c'est-à-dire la position la plus enviée de toute la profession, et qui en profite pour donner des coups à tous les puissants depuis cette place privilégiée. Et il le fait justement via une langue extrêmement raffinée et poétique qui m'a inspiré pour écrire mes propres alexandrins. Voilà, donc moi j'ai passé 2 ans à compter les pieds, même quand j'étais à la cuisine, je disais passe-moi le sel, s'il, ça marche pas, s'il te plaît, passe-le-moi. Enfin voilà, je faisais des tentatives tous les jours, je vivais en alexandrin. Alors je vous rassure, les alexandrins que vous verrez dans le spectacle, c'est ceux-là, c'est pas passe-moi le sel. Voilà, et ça a été un challenge, c'était une envie que j'avais d'aller dans cet univers d'écriture, parce qu'il m'a beaucoup imprégné. J'ai lu Corneille, Racine, Molière. J'avais aussi écrit beaucoup de pièces, donc à un moment il faut se renouveler, et la contrainte finalement de la langue a été très libératrice. Elle permet de canaliser les idées, de les concentrer, d'éviter justement les bavardages, paradoxalement. Plus on travaille sur le langage, plus l'idée est comment dire, précise et va droit au but. Ouais. Donc, toute proportion gardée, j'ai tenté de me mettre un peu dans la peau de Molière, et j'ai peut-être pu ressentir des choses qu'il avait vécues en termes de création. Ouais, des choses qu'il a vécues. Vous parlez aussi du rôle de l'artiste, vous l'avez dit tout à l'heure. Aujourd'hui, sans rentrer dans un grand débat philosophique, le rôle de l'artiste aujourd'hui, c'est toujours le même. Selon vous, donc, c'est lequel ? L'artiste doit être le poil à gratter de la société. Molière qui donne au coup au plus grand, comme voilà, vous disiez. Exactement. Ouais. Molière a une phrase qui est formidable, qui est adressée au roi quand il a été victime de la censure. Il dit « Sire, le devoir de la comédie est d'investiguer les défauts des hommes tout en les divertissant. » Voilà, donc là, tout est dit, c'est cette maxime qui est éternelle. Il s'agit vraiment d'aller gratter ce qui ne va pas dans la société, c'est-à-dire s'attaquer au pouvoir, mais par le biais du divertissement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire de l'agite-propre post-68 art avec des types à poil qui brandissent des panneaux. Mais il s'agit de... il y a des gens, c'est respectable, le Living Theatre, tout ça, il y a des choses très bien aussi. Mais enfin, moi, ma philosophie, c'est que, et là-dessus, je suis un petit peu réactionnaire, j'aime bien qu'on raconte des histoires, qu'il y ait des interactions, qu'il y ait de la matière pour les comédiens. Voilà, donc il faut traiter les sujets politico-historiques, mais en parlant au plus grand nombre, en les divertissant. Il y a des gens qui payent leur place pour s'asseoir dans un théâtre, donc on est là d'abord pour les divertir et pour les instruire en même temps. Avec de la qualité. C'est un très beau mot de fin, une belle maxime avec laquelle il faut vivre. La qualité qui est essentiellement due à l'interprétation, parce que là, on a de formidables acteurs qui rendent justice à ce texte, et qu'on pourra retrouver non seulement à Gland, mais aussi à Avenches, au TKM, à Renan. Je vous invite à voir le site du Théâtre de Carouge pour voir toute la tournée. Voilà, mais je veux juste dire que Molière est incarné par Yves Yenny, qui est un acteur absolument fabuleux que vous avez pu voir sur ces images. Voilà. Une pièce avec beaucoup de succès, c'est en tout cas tout le mal que l'on vous souhaite. Avoir en tournée, vous l'avez dit, mais aussi les 26 et 27 janvier au Théâtre de Grandchamp. Dominique Ziegler, je vais y arriver. Merci, sans champagne. Hein. Merci beaucoup. Bonne suite à vous. Merci. Pour terminer, les dates à ne pas manquer, c'est dans l'agenda.
que quelques jours avant la 10e édition du Festival des Hivernales qui aura lieu du jeudi 28 février au dimanche 3 mars. Au programme, Kavinsky, Slum Village, Flexfab ou encore Acide Arabe. Avis aux amateurs, les organisateurs recherchent des bénévoles pour divers secteurs. Bar, communication, décoration, tous les postes sont bons et à prendre. Du côté du Pop Rock Festival de JI, possibilité de participer aussi aux 10 ans du festival les 23, 24 et 25 mai en tant que rockstar. En effet, chaque année le festival permet à des jeunes artistes et groupes de la région de se produire sur scène et de participer au concours Jeunes Groupes Vaudois. Le premier prix est un séjour de 3 jours en studio professionnel. La clôture des inscriptions est prévue le 31 janvier. Entrée dans un monde parallèle avec New York Follies, une comédie musicale créée de toutes pièces par les compagnies TJP et Skydance et inspirée du film Ghost, un spectacle à voir au théâtre de Maran à Nyon le 19 janvier. Du côté de Pérois, la fanfare a le plaisir de vous inviter à son désormais traditionnel Petit Nouvel An. Cette année, c'est l'ensemble de Cuivre Brass Factory qui animera la soirée. Début des festivités à 18h30 à la salle communale du village. Quant à nous, vous le savez, on se retrouve la semaine prochaine pour plus de culture et plus d'aventures. Salut!